Donc, ce programme de casse en rythme urbain et sécurité, travailler ensemble face aux enjeux de la cohabitation urbaine. L'idée, c'est de pouvoir créer un espace, une plateforme de formation, d'échange d'expériences, d'échange de connaissances aussi, faire circuler les connaissances sur ces sujets autour de la ville, de ces enjeux aujourd'hui. Comment collaborer au déploiement et au maintien d'une cohabitation urbaine de qualité, quel est l'horizon qu'on peut fixer pour les projets urbains, les politiques de développement territorial pour garantir le vivre ensemble et garantir la gestion en fait de nouveaux enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, hein. Euh, la L'articulation de rythmes différents au sein d'une ville, entre le jour, la nuit, la semaine, le week-end, le matin, le soir, nos rythmes sont rythmés par des activités diverses qui rentrent quelquefois aussi en concurrence ou en collision entre les gens qui veulent profiter des loisirs nocturnes et ceux qui veulent se reposer pour travailler le lendemain. Une multitude aussi d'habitants avec des profils différents, des attentes différentes par rapport à la ville, ce que doit être sa forme, son hospitalité, ses garanties en termes notamment de bien vivre ou de sécurité, on va y venir. Donc on a voulu créer un programme qui réponde aux besoins des praticiens, qui alimente aussi les pratiques par un exercice de réflexivité. On est convaincu au sein de l'équipe code pédagogique que les enjeux d'aujourd'hui méritent qu'on s'y attarde, méritent qu'on prenne le temps de la réflexion pour les comprendre. Et ça sera en particulier le cas s'agissant de la thématique d'aujourd'hui, de la sécurité urbaine, qui se déploie finalement dans l'ensemble du cursus de formation. Ce cursus est pensé comme étant une addition de modules thématiques qui d'ailleurs peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. Il est possible seulement de faire une version courte de ce programme en suivant un module ou plusieurs, ou même d'étaler l'ensemble du suivi des modules sur une période maximale de 4 ans. Pour obtenir le CAS, il faut donc suivre l'ensemble de ces 6 modules thématiques et puis produire un travail de recherche à partir d'une question qui est liée à des préoccupations du participant ou de la participante, qui peut faire écho à des projets sur lesquels il est investi dans son activité professionnelle ou des domaines d'intérêt sur les thématiques du CAS, et puis de présenter ces résultats sous forme d'un rendu écrit et d'une soutenance orale auprès de la direction du programme. Donc, le public cible de ce programme est volontairement large, des personnes actives dans la gestion des villes au sens large, intéressées sur les questions de vivre ensemble, de sécurité, d'aménagement territorial, d'urbanisme. L'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté d'intérêts relativement large et variée pour alimenter précisément l'échange d'expériences et créer finalement un écosystème qui permette de renouveler un petit peu les questions de vie urbaine aujourd'hui. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce programme de façon générale. Je vais venir maintenant à la thématique d'aujourd'hui. Donc, on a intitulé ce webinaire La sécurité urbaine en question, question au pluriel. Effectivement, les questions de sécurité sont au cœur des débats publics et des politiques de la ville. On constate toutes et tous combien également ces questions traversent nos existences, nos expériences quotidiennes de la ville, sont l'objet aussi de nombreuses discussions, débats, médiatisations, euh, souvent d'ailleurs sous un angle plutôt négatif. En réalité, quand on parle de sécurité urbaine, on parle bien souvent d'insécurité ou de problématiques en lien avec la sécurité. Euh, on, on aimerait au cours de cette discussion qu'on a prévue comme vraiment une conversation avec les intervenants qui m'accompagnent, on a l'ambition d'essayer de trouver finalement une voie qui puisse dépasser un certain nombre de limites qui sont celles des politiques de sécurité urbaine actuelles, euh, qui sont, on peut le dire, finalement constamment en tension entre
une exigence de résultats, une exigence de projets politiques, d'objectifs et de résultats. On peut par ailleurs mesurer avec des statistiques, par exemple des statistiques de la criminalité. Donc une vision très rationnelle finalement des questions de sécurité urbaine et en regard des perceptions, des sentiments, qu'on renvoie peut-être un peu rapidement du côté de la subjectivité, mais qui viendrait en concurrence avec ce côté rationnel de la gestion politique des questions de sécurité. Également aussi, probablement qu'une des limites, c'est cette tension irréconciliable entre une approche répressive et une approche sociale. On le voit à l'échelle des projets ou des dispositifs qui sont mis en place, et on le voit également à l'échelle des débats publics ou des attentes des citoyens, de la façon dont elles sont traduites par des responsables politiques. Euh, Probablement que les questions dont on se charge aujourd'hui quand on parle de sécurité urbaine sont récalcitrantes à cette dualité entre travail social et travail policier. Probablement que la solution, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est une forme d'addition hein, des ressources et des compétences. Euh, Finalement, peut-être que la façon de penser le processus dont une société se saisit des questions de sécurité devrait évoluer hein, d'une approche du résultat vers une approche de l'expérience ou de l'expérimentation. On va y venir dès maintenant avec les speakers qui m'accompagnent. Et comme point de départ de la discussion, je voudrais prendre un petit peu du recul historique par rapport à la façon dont sont posées les questions de sécurité urbaine. Finalement, ces questions sont pas neuves, elles sont pas nouvelles, et le rappel à l'histoire nous amène peut-être à une forme de modestie parce que s'il existait une méthode absolue pour régler les questions de sécurité urbaine et de garantir le vivre ensemble, probablement que ces solutions auraient été déjà trouvées. Donc, plutôt que d'essayer de continuer à trouver finalement la solution, il conviendrait d'essayer de prendre acte du fait que les questions de sécurité urbaine se posent de façon circonstanciée et différente selon les époques. Elles sont toujours historiquement et socialement situées. Elles ont un début, elles ont une genèse, une généalogie, on peut en faire la généalogie. Et là, je vais m'adresser dans un premier temps à Sarah Girard, qui est consultante en sécurité urbaine, chercheuse également dans ce domaine. Depuis quand est-ce qu'on parle de politique de sécurité urbaine? Depuis quand est-ce que finalement la question de la sécurité urbaine est à l'agenda des politiques publiques? Bonjour à tous, je suis désolée, je suis venue sans ma voix aujourd'hui, donc je vais faire comme je peux. Pour te répondre, Pascal, c'est vrai qu'en fait, on parle de sécurité urbaine beaucoup depuis, enfin, voilà, depuis une vingtaine d'années, une peut-être trentaine d'années aujourd'hui. En revanche, les sujets de sécurité urbaine existent depuis même l'époque médiévale. Si je suis trop dans les aigus, vous me coupez et on y reviendra. On prendra Donc en là-dessus. fait, ça marche. Donc, la ville à l'époque, quand elle s'est structurée, donc quand on part sur l'ensemble urbain qui existait à l'époque médiévale, en fait, l'insécurité, elle venait de l'extérieur. Elle venait de l'ennemi parce qu'on était plutôt sur une perspective militaire, défensive, avec différents seigneurs qui pouvaient avoir des velléités les uns envers les autres sur leur territoire. À cette époque, du coup, alors que la sécurité, elle est vue comme étant forcément à l'intérieur de l'enceinte, elle doit être garantie, et se structure des milices non professionnelles avec parfois plutôt des paysans ou voilà, des habitants qui s'arment et qui font office de ce qu'on pourrait appeler les prémices d'une police. Par la suite, en fait, à l'époque moderne, on a des ensembles urbains qui se structurent réellement avec une vraie gouvernance des villes. Et puis, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la ville, qui devient finalement un lieu qui est aussi un lieu un lieu festif, un lieu de divertissement, et pas uniquement un endroit où on va satisfaire ses besoins primaires, hein. Travailler, se nourrir, acheter de la nourriture, et ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, en fait, la sécurité bouge un petit peu et on se retrouve avec des comportements. À l'époque, c'était plutôt ça, hein, la régulation des comportements non sociaux ou non admis par la communauté, qui en fait sont à réguler à l'intérieur même de la ville. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que d'un coup, on a une espèce de mobilité de cette sécurité, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des enjeux de sécurité entre grandes villes, mais
parallèlement, rappelez-vous, on structure un État central, en tout cas un État, comme on l'appelle aujourd'hui, un État moderne. Et donc, par conséquent, on est sur des seigneurs qui perdent un petit peu de pouvoir sur leur propre territoire au profit d'un État et d'un pouvoir central. Donc sur ces sujets-là, c'est vrai que la sécurité, d'un coup, elle apparaît, on en parle, on en parle. Les policiers eux-mêmes ont tendance à parler plus de sûreté déjà à l'époque, hein. Et puis le terme insécurité, c'est intéressant parce qu'il arrive très tard dans le dictionnaire en France et il est, donc je crois que c'est 1878 dans le dictionnaire de l'Académie française. Et puis là, on le définit comme une absence de sécurité. Alors, on n'apprend pas grand-chose parce que finalement, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Si tant est, et ça rejoint ce que disait Pascal, qu'en fait la sécurité, quand elle n'est pas vraiment construite et réfléchie et définie, en fait, voilà, elle se définit tout simplement par l'insécurité. Donc, pour revenir ensuite sur des perspectives peut-être plus contemporaines qui nous préoccupent aujourd'hui, on a les grands ensembles. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé en France, hein, donc c'est ce que je connais le mieux forcément. Donc, je vous laisserai peut-être compléter et éclairer avec Mathias et Chloé sur les cas suisses. La construction de manière plus récente après-guerre des grands ensembles en périphérie des villes, hein, aujourd'hui françaises. Ces grands ensembles qu'on a voulu avec de la mixité, avec voilà, souvent de l'innovation en termes même architectural, ont produit des effets voilà, qu'on a eu du mal à réguler, avec en particulier sur des questions de sécurité, des émeutes urbaines à partir des années 80, qui ont beaucoup questionné en fait les pouvoirs publics en France, parce qu'on avait une vraie difficulté aussi à pouvoir, ne serait-ce que maintenir l'ordre tel que la France et voilà, les pratiques policières françaises le mettent en œuvre. Et en même temps voilà, de mieux comprendre pourquoi, comment et comment on peut faire pour retisser ce bien vivre ensemble dans ces quartiers dits sensibles, que moi je préfère dire complexes, parce qu'en fait il y a une complexité de plein de choses. Sensible, c'est un peu trop voilà, politisé pour moi, et je trouve que le mot complexe est plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Donc voilà, donc on a ces politiques ensuite de sécurité urbaine qui se structurent, mais à l'aune toujours de la politique de la ville, principalement. C'est-à-dire qu'on pense moins à la sécurité urbaine dans un centre-ville, si ce n'est pour parler de police de proximité à l'époque ou voilà, de régulation d'incivilité dans le centre-ville. Par contre, sur ces quartiers qui ont été construits historiquement en périphérie des villes françaises, hein, sur une première, deuxième couronne, c'est pas pour rien qu'on parle de Vénissieux, par exemple, à Lyon. On parle pas, voilà, du centre de Lyon parce que c'est pas sur la commune de Lyon. On est vraiment sur la périphérie autour. Et donc, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un système qui est un petit peu compliqué parce que comme tu l'as dit très bien, Pascal, c'est très médiatisé. Très médiatisé, pas forcément toujours avec, voilà, une approche construite et redéfinie, requestionnée, ce qui fait qu'on a un peu tendance à croire qu'on est tous aussi compétents sur ce sujet parce qu'on en entend parler tous les jours dans les médias. Et en même temps, ça force et ça oblige, je pense, d'autant plus à prendre ce recul et à redéfinir de quoi on parle quand on parle de politique de sécurité urbaine. En tout cas, pour ce que je connais le mieux aujourd'hui, c'est-à-dire la France. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, ma voix a tenu, je suis très fière de moi et je suis désolée pour le son que ça doit vous produire dans les oreilles. Non, non, c'est très bien. On a très bien compris. Merci. C'était intéressant d'avoir cette vision, voilà, historique. Alors, je le disais, finalement, on peut dire que la question de la sécurité urbaine, elle est sans cesse reformulée et sans cesse influencée aussi par un contexte social, historique. Euh, on peut dire que les questions de sécurité structurent nos sociétés contemporaines et qu'en même temps, cette question-là est sans cesse reformulée. Sarah prenait l'exemple du cas français avec la prégnance des problématiques des grands ensembles, des quartiers. En France, on pose beaucoup la question de la sécurité urbaine à l'échelle de cette cohabitation entre populations dans les quartiers, centre-ville et périphérie, à l'intérieur même des quartiers ou des guerres de quartiers. Je voudrais passer rapidement peut-être la parole à Mathias pour que tu puisses, Mathias, nous dire finalement comment se pose la question de la sécurité urbaine à l'échelle en relocalisant peut-être en Suisse et en l'occurrence là pour la ville de Lausanne pour laquelle tu travailles. J'ai envie de dire, les questions de sécurité urbaine se posent souvent sur le mode de la crise ou de l'éruption. C'est après un cas peut-être spectaculaire ou une succession de cas spectaculaires que on se dit, voilà, c'est un problème, il faut régler ça, il faut mettre ces questions à l'agenda, il faut prendre des mesures. Tu as été
à l'origine en fait de la création des équipes de médiation urbaine et de toute le questionnement autour des politiques, notamment de sécurité urbaine nocturne pour la ville de Lausanne, au tournant des années 2010. Où la question de la sécurité urbaine se pose autrement que, comme l'a expliqué Sarah avec les banlieues ou les grands ensembles. Là, c'est plutôt une des caractéristiques de la ville de Lausanne qui est son caractère festif, qui est à la fois porteur de promesses, de valeurs, d'attractivité, mais aussi d'un certain nombre de nuisances, voire de risques. Le tournant des années 2010 est un moment où on a un récit médiatique d'un certain nombre d'incidents ou de problèmes de sécurité manifestes qui ont amené une prise de conscience politique et le déploiement d'une politique de sécurité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors bonjour tout le monde. Juste en deux mots, vous dire un peu d'où je parle. Donc, je travaille dans un bureau de la ville de Lausanne, en Suisse, qui s'occupe d'observer les problématiques de sécurité urbaine, qui s'occupe aussi parfois de coordonner des mesures qu'on essaye de mettre en place pour lutter contre certains problèmes, pour favoriser la collaboration aussi entre certains services. Donc cet observatoire, effectivement, il a dû être mobilisé par la municipalité pour répondre, il y a une dizaine d'années, à une problématique nocturne importante qu'on a connue à Lausanne, qui a été largement médiatisée. Donc Lausanne, c'est une ville, disons, c'est une assez grande ville en Suisse, c'est une ville moyenne en France, on a 140, 150 000 habitants, mais c'est une ville qui attire la nuit beaucoup de noctambules qui viennent d'un peu partout en Suisse romande principalement, mais même aussi de Suisse allemande. Donc on a régulièrement des trains entiers qui viennent à Lausanne les vendredis, samedis soirs pour faire la fête. Et ça a provoqué certains débordements il y a une dizaine d'années à différents points de vue, d'un point de vue du bruit, d'un point de vue de la cohabitation entre, voilà, comme tu disais Pascal, des usages nocturnes, des usages diurnes, des aspirations finalement différentes entre des noctambules et puis des gens qui veulent dormir, se reposer. Et ça, ça a provoqué évidemment passablement des mois de discussions politiques aussi, avec beaucoup d'initiatives au niveau législatif communal à Lausanne pour proposer des mesures pour apaiser finalement les tensions. Et nous, on a été mis à contribution pour coordonner ces mesures qui étaient à la fois restrictives, voire répressives. Donc restrictives sur les libertés qu'on donne aux établissements pour ouvrir ou pas. Restrictives aussi d'un point de vue de ce qu'on leur impose pour gérer leur établissement. Ce qu'on impose aussi au personnel de sécurité des établissements de nuit, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on leur oblige à faire, la fouille, etc., voilà, la veille autour des établissements, combien d'agents on doit mettre par établissement. Voilà, toutes ces mesures restrictives, répressives, qui ont été souhaitées aussi par la municipalité. Ça, on a dû voilà, les coordonner, les mettre en place. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse sur le détail, mais c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui a été notre rôle d'un point de vue de la coordination de politique de sécurité urbaine. Et puis l'autre type de mesures qui ont été souhaitées, c'est des mesures plus préventive ou réflexive sur la vie nocturne à Lausanne. Et ça comprenait notamment, comme tu disais, Pascal, la mise en place d'une équipe de médiation nocturne qu'on a appelée les correspondants de nuit, qui existe dans beaucoup de villes en Suisse ou ailleurs, et qui c'est donc une équipe de médiation qui vient à la rencontre des noctambules pour essayer voilà, de discuter, de voir ce qui est possible de faire pour les responsabiliser par rapport à l'usage qu'on fait de l'espace public le soir, et puis aussi de coordonner en fait ces usages-là avec des usages autres dans la ville. Et de rapporter, en fait, ça c'était aussi relativement nouveau, de rapporter ces constats avec l'équipe de cadres et puis coordonner aussi ces constats avec d'autres services de la ville. Et pour une fois, enfin, j'ai pas envie de dire qu'avant il n'y a rien ne se faisait, mais on avait quand même un peu des nouveaux apports, des nouvelles connaissances sur la nuit à Lausanne grâce à cette équipe, ce qui permettait aussi de sensibiliser d'autres services de l'administration sur des usages qui étaient faits de parcs, par exemple, la nuit.
et des parcs qui n'avaient pas forcément été conçus pour être autant utilisés la nuit. Ce qu'il faut Mhm. dire aussi, c'est que bon, bah voilà, à Lausanne, comme ailleurs en Suisse, les parcs sont ouverts 24 heures sur 24, y compris la nuit, et puis bah, il faut effectivement réguler aussi ces usages-là. Donc Mhm. voilà, effectivement, Pascal, un des, une des choses, une des tâches qu'on nous a assignées dans la coordination de politiques de sécurité urbaine, c'était sur ces problématiques nocturnes qui ont été largement démédiatisées. Et puis, pour faire le lien aussi avec d'autres questions plutôt liées au diagnostic, c'est vrai que c'est difficile de mettre en place des mesures ou des principes d'observation de diagnostic euh, par temps calme, quoi. Et c'est vrai qu'après la crise nocturne lausannoise, moi, j'ai essayé d'imaginer des dispositifs de discussion qui permettaient entre acteurs, partenaires, privés, publics, parapublics, de discuter de la nuit au-delà de l'urgence de sécurité. Mais c'est vrai qu'une fois que le souffle s'estompe, que le politique s'intéresse moins parce qu'il y a moins d'articles dans les journaux, il y a moins de problèmes, c'est difficile de mobiliser les gens, les partenaires pour discuter de ce qu'on va faire. Et là, c'est pour moi une difficulté liée, voilà, à la médiatisation, à la politisation des questions de sécurité, mais de mettre en place des choses par temps calme, c'est compliqué. Donc, quand on a des, des problèmes, il faut aussi savoir en profiter peut-être pour voilà, mettre en place des choses parce que quand les choses vont bien, les gens ne s'en pressent pas, les politiques encore moins, pour prendre des mesures, quoi. Voilà. Il y a des fenêtres d'opportunité du coup qui s'ouvrent du fait voilà des séquences où cette question-là est mise à l'agenda. Je trouve que le cas de Lausanne est très, très intéressant. Alors, ça me permet de dire qu'il fera partie des cas qu'on va évidemment traiter et documenter dans le cadre du CAS. Je reviens un tout petit peu sur ce que tu nous disais sur finalement la définition d'une politique de sécurité pour traiter ces problématiques. Avec d'un côté, tu as parlé de répressif ou de contraignant ou de voilà réglementaire. J'ai le souvenir aussi qu'il y avait eu une mesure sur les horaires de vente d'alcool dans les commerces, hein. C'est quoi? C'est 21 heures, c'est ça? C'est 20 heures. Ouais. Ouais. C'était 22 heures avant, et puis on a réduit de 2 heures la vente d'alcool dans les magasins. En fait, ça a été un peu fait en deux temps, sans entrer dans le détail, parce que c'est un peu compliqué, mais à l'époque, donc les magasins pouvaient fermer à 22 heures en vendant de l'alcool jusqu'à 22 heures. Et puis ce qu'on a fait, c'est que en fait, la loi ne nous permettait pas de distinguer horaire d'ouverture et horaire de vente d'alcool. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas fermer, ne pas autoriser la vente d'alcool à partir de 20 heures, mais de laisser ouverts les magasins jusqu'à 22 heures. La loi ne le permettait pas. Donc, du coup, on a dû fermer tous les magasins à 20 heures pour éviter que l'alcool soit vendu à partir de 20 heures. Après, on a réussi à faire changer la loi au niveau du canton pour permettre cette distinction entre horaire du magasin et vente d'alcool, ce qui fait que maintenant à Lausanne, on peut acheter de l'alcool jusqu'à 20 heures et laisser ouvert des magasins jusqu'à 22 heures, avec une ou Mhm. deux exceptions très suisses, voilà, parce qu'on peut acheter du vin en fait entre 22 heures et 22 heures, entre 20 heures et 22 heures, mais pas de l'alcool fort, quoi, par exemple. Alors voilà, je trouve très intéressant de passer hein, de considérations très générales avec un panorama historique à des choses très situées comme cette mesure-là, et on voit comment finalement une mesure qui a l'air simple, en réalité embarque de nombreuses questions et des enjeux contradictoires également, hein, qu'est-ce qu'il en est du vin? Qu'est-ce qui est voilà le facteur qui est influent sur la situation ou sur le risque, comment est-ce qu'on peut essayer de le limiter ou voire de l'interdire. Ça dénote une façon aussi de poser la question hein, de la sécurité urbaine et des solutions à apporter. On voit aussi une dimension expérimentale, on change les choses, on change des réglementations, on change même voilà, pour l'ensemble des commerces, ça va changer quelque chose, qu'ils soient concernés ou pas directement. C'est une façon aussi de resituer, comme je le disais, ces questions de sécurité urbaine à l'échelle d'un territoire et d'une focale.
hein. Qu'est-ce qui est en jeu en fait, hein, quand on limite l'accès à l'alcool dans les commerces, c'est de l'alcool à emporter, donc c'est des gens qui sont ensuite dans la rue, qui consomment dans la rue. Donc on a évidemment là la question du bruit, on a la question de la concurrence des établissements officiels. On a là finalement sur ce qui a l'air d'être une question simple, une multitude de facettes qui font prendre la dimension de la complexité de ces questions. Toujours dans le côté situé, dans le côté finalement comment reposer à chaque fois à nouveau frais la question de la sécurité urbaine. Je voudrais m'adresser à Chloé maintenant, Chloé Montavon. Euh, on est dans des sociétés qu'on analyse en tant que sociologue, hein, comme étant des sociétés traversées par des enjeux, des grandes questions qui finalement alimentent hein, le débat sur le vivre ensemble. Les questions de sécurité prennent une grande place, on l'a vu, avec aussi une composante, on peut dire, d'anxiété. En tout cas, la façon dont on pose ces questions de sécurité, comme je le disais, qui était finalement quand on parle de sécurité, on parle d'insécurité. Et on oublie un petit peu que finalement, la sécurité, c'est un horizon positif. Se sentir en sécurité, c'est se sentir bien, c'est se sentir à l'aise dans son environnement et dans son cadre de vie. Et la question de l'insécurité, finalement, vient retrouver des questions sociales actuelles, par exemple en termes de rapport de genre. Quand on parle de harcèlement de rue, quand on parle voilà de la crainte, là aussi peut-être d'une forme d'anxiété des femmes à déambuler dans l'espace public, à rentrer chez elles après le travail ou en soirée. Toi, tu travailles précisément sur ça, hein, c'est ton objet de recherche pour ta thèse. Qu'est-ce que tu peux nous éclairer? Comment est-ce que tu peux nous éclairer sur cette nouvelle formulation de la question de sécurité urbaine aujourd'hui? Merci Pascal. Ouais, du coup, peut-être pour resituer un peu aussi d'où je parle, moi je suis en deuxième année de thèse dans le laboratoire de sociologie urbaine je réalise ma thèse sur le sentiment d'insécurité la nuit et là, en l'occurrence, je me suis surtout intéressée à la manière dont le sentiment d'insécurité va modifier les pratiques de déplacement. Ce qui est intéressant parce qu'on voit que le sentiment d'insécurité, même si on n'est pas face à un risque forcément effectif tout le temps, va avoir des effets sur les pratiques d'une manière générale. Et du coup, peut-être pour commencer un peu à parler de cette question du genre, on a parlé actuellement beaucoup des usages diversifiés qu'il peut y avoir sur l'espace public ou dans les pratiques. Mon apport peut-être de sociologue, ça serait aussi de parler de la diversité des personnes, en fait, des profils des personnes qui fréquentent cet espace public, donc qui va pas être perçu de la même manière par tout le monde. Donc on n'est pas face à une surface uniforme ou neutre. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas seulement ce qui se joue sur l'espace public, mais comment ça va être vécu par les personnes. Je trouve que quelque chose qui exemplifie bien cette problématique, c'est la question du harcèlement de rue. Donc, on voit que c'est une notion assez récente finalement qui apparaît comme un problème public à partir des années 2000. En fait, il y aura tout un travail, notamment des féministes françaises, quand cette notion émerge en tant que problème public, pour constituer cette notion, faire de cette notion de harcèlement de rue un concept lié à un continuum de violence. Donc, sur un côté du continuum, on a des éléments comme des sifflements, des regards insistants, etc. Et sur l'autre côté du continuum, on a des agressions physiques, des viols. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles vont lier ces actes par le fait qu'ils vont relever du même rapport social, donc va être fondé sur la domination masculine. Donc, je dirais les deux points que je trouve intéressants à soulever, c'est qu'il y a cette idée de continuum, donc il n'y a pas forcément besoin d'une violence effective pour que ça soit vécu comme de la violence, que déjà un sifflement, des regards insistants, on peut l'inscrire dans un vécu qui fait ressentir de la violence ou de l'insécurité. Et puis cette notion de rapports sociaux, de domination, qui est assez sociologique qui montre qu'en fait la sécurité ou la violence, elle va pas être perçue de la même manière en fonction des caractéristiques sociales des personnes. Donc, par exemple, se faire siffler dans la rue, ça aura pas les mêmes effets
pour une jeune femme que pour un homme de 50 ans. La même chose avec des contraintes morphologiques. Donc, si on est une personne valide et qu'on est face à une contrainte liée à l'espace dans la ville, on va peut-être pas le vivre de la même manière. Ça va pas représenter la même chose pour nous que si on avait des problèmes dans notre mobilité, qu'on souffrait d'un handicap physique. On le remarque aussi dans le deal de rue que je trouve on peut un peu associer à une forme de harcèlement dans le sens où il y a des regards insistants, il y a des interpellations, etc. Mais il y a pas les mêmes rapports de domination qui se jouent à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les dealers, c'est des personnes qui sont sans papier, voire sans domicile, ou du moins qui sont en grande précarité, qui sont racisés, et qui vont créer de l'insécurité à travers leurs pratiques un peu harcelantes envers d'autres personnes qui sont mieux intégrées dans la société et peut-être plus en rapport de force de manière générale sur l'espace public. Donc, ce que je dirais, c'est que ça implique justement cette idée de continuum de violence, de prendre en compte ben, les rapports sociaux qui jouent dans les questions de sécurité ben, l'intérêt de redéfinir ce qui est vécu comme de la violence ou de l'insécurité, que ça dépend justement, enfin, que des sifflements ou des regards insistants peuvent déjà être perçus comme de la violence ou un danger. Et que du coup, ça implique aussi de re-questionner ben, ces questions de sécurité qu'il y a derrière et de se réinventer un peu en continu pour intégrer ça en fait aux pratiques de sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de voir comment ces évolutions sociétales, ces grands débats de société que tu mentionnes, s'ancrent dans des situations pratiques, s'ancrent dans des dynamiques de situation aussi, des questions de perception, des questions d'interaction, des, des décalages en termes d'attente réciproque dans l'interaction. Entre l'anonymat qui est attendu et l'interpellation. Mhm. Donc finalement, dans le harcèlement de rue comme dans comme dans le deal de rue, en fait, on est sur des infractions civiles, des ajustements par rapport aux attentes de comportement qu'on pourrait avoir dans l'espace public. On ne s'attend pas à ça, on se sent dévalorisé, on se sent victime, on se sent insécurisé du fait de cette interaction jugée problématique. Donc, je trouve assez fascinant en fait la façon dont ces grandes questions s'ancrent aussi dans des situations concrètes, pratiques, dans leur interprétation. Alors, ça descend un petit peu les enjeux en termes de débat public, mais ce n'est que ça et c'est tout ça. C'est-à-dire que la forme de charge émotionnelle qu'on a aussi sur les questions de sécurité correspond à un vécu direct d'une expérience, d'une situation. Et finalement, bah, ça, peut-être qu'on peut ouvrir la discussion avec Sarah, Mathias là-dessus, sur cette dimension aussi très émotionnelle de poser les questions de sécurité et la façon dont on regarde peut-être la politique. Se calque sur ce registre émotionnel. Si on est tout le temps dans les crises après des faits qui surgissent, c'est qu'on est aussi dans ce registre émotionnel où il s'agit finalement de sortir de cette souffrance, de cette peur, de ce sentiment rapidement avec des mesures qui se veulent efficaces, qui se veulent porter des résultats rapides. Et finalement, si on met ça d'un côté et de l'autre côté, la façon dont finalement ce chantier est jamais achevé. Finalement, ce n'est qu'une nouvelle façon de poser la question. Comment mettre au cœur aussi des politiques publiques la question de l'expérience? Ces situations sont par définition infrapénales, donc la réponse policière sera là aussi désajustée. Quel dispositif est-ce qu'il faut imaginer pour finalement réguler ou traiter ces situations que je qualifie d'infrapénales et qui sont de l'ordre justement d'infraction de comportement? Est-ce que vous avez un regard là-dessus, Mathias, Sarah? Sarah, vas-y, hein, si tu veux. Moi, ce que je peux dire comme ça, par rapport à mon expérience, c'est qu'effectivement, les gens, nous, on est mis un peu, en tout cas moi, mon bureau ou mon poste est mis un petit peu dans ces situations médianes entre des problématiques de société comme le sexisme ou la consommation de drogue
et puis des aspirations légitimes de confort dans la ville. Et puis, nous, on doit faire un peu le lien entre ces aspirations-là. Et puis, on ne peut pas nier l'inconfort de la population, parfois, qu'on soit une femme ou qu'on soit n'importe quel ouais, usager, usagère de l'espace public, au contact de dealers, au contact de personnes toxicomanes, au contact d'hommes qui n'ont pas un comportement adéquat. Donc on peut pas nier, on peut pas. Voilà, ce sont pour moi, des revendications légitimes en fait de voilà de pratique de l'espace urbain qui appartient à tout le monde, qui appartient à la fois à des hommes sexistes et à des femmes et à des personnes consommatrices de drogue, tout comme à n'importe quelle personne qui veut fréquenter l'espace public. Donc pour moi, je trouve ça qui fait aussi un peu le charme de mon boulot et que c'est pour ça que je l'aime. C'est-à-dire que c'est toujours assez compliqué, quoi. Et puis que c'est un équilibre qu'on peut pas garantir. Et c'est vrai que je t'entendais en introduction parler de voilà de la garantie de voilà de garantir la cohabitation. Et moi, voilà, c'est quelque chose que j'évite de dire, quoi, parce que je peux pas dire on va vous garantir voilà, une rue paisible, ou voilà, une prise en charge complète des problématiques de toxicomanie dans l'espace public. Voilà, il y a toujours des frictions, il y a toujours des tensions, puis c'est un éternel recommencement, une espèce d'état moyen à trouver pour que chacun s'y retrouve un peu. Donc Mhm. l'infrapénal, là-dedans, pour moi, il est très important parce que en fait, ce subtil dérangement, nous, on va le chercher, on va justement essayer de le sonder, le comprendre pour aller amener une situation qui est convenable pour tout le monde, quoi. Donc c'est voilà un éternel recommencement, puis c'est un boulot justement qui devrait être partagé entre la police, entre le travail social, entre la propreté urbaine, entre voilà l'aménagement de l'espace public. Chacun devrait être sensible justement à ces questions voilà d'état médian entre voilà des problématiques de société, des usages complexes de l'espace public et puis des revendications légitimes de pratiquer l'espace public en totale liberté, quoi. Alors, je disais aussi, ces questions, elles sont complexes et elles sont aussi piégeuses. Parce que on a vite fait finalement d'être confronté à des visions très caricaturales, hein, ou des solutions qui n'en sont pas. Comment essayer de poser le diagnostic ou d'être dans une logique compréhensive aussi avant d'imaginer des dispositifs ou des politiques. Et Mathias, tu parlais tout à l'heure, hein, finalement dès lors que on fait un peu le deuil, hein, de la simplicité de ces questions et donc des réponses évidentes, on est dans une forme d'expérience. On va expérimenter des choses. Et le cas des correspondants nus est une expérimentation, qui est toujours en cours d'ailleurs. Les correspondants de nuit sont une entité à l'intérieur de l'administration municipale qui doit faire sa place, qui doit construire sa légitimité, voilà. Et je parlais tout à l'heure de la problématique infrapénale et ces infractions de comportement en regard, pour l'avoir observé, les équipes de médiation urbaine, de correspondants de nuit, eux, font de la réparation là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont aussi, eux, au contact et ils sont en mesure de développer une interaction, y compris avec ces populations, entre guillemets, à problème, ou qui pourraient poser problème, ou qui pourraient susciter de l'insécurité ou un sentiment d'insécurité. Et ils savent trouver le bon registre d'interaction pour faire en sorte de faire se comprendre, finalement, ceux qui peuvent être la source de la crainte et ceux qui se sentent victimes de cette insécurité. Sarah, ça t'inspire des commentaires, cette discussion? Oui, du coup, moi, dans les propos de Mathias, ce qui me venait, ce qui me vient pas dans la voix, mais ce qui me vient dans ma tête, c'est qu'il y a quand même la question de comment on neutralise. C'est pas un mauvais mot, hein, dans comment je le pense. Comment on arrive à neutraliser le trop-plein émotionnel. Et quand je dis que trop-plein émotionnel, c'est quand ce trop-plein, en fait, il nous permet plus d'en faire quelque chose de construit. Et je pense que quand on est face aux habitants, alors moi pour la petite histoire, je suis consultante, mais j'ai été aussi en poste en collectivité.
à la mairie de Grenoble en charge des questions de sécurité et de prévention, sur de la coordination du coup. Donc je vois très bien de quoi Mathias parle, même si je pense qu'on était sur des problématiques un peu différentes et des outils un peu d'envergure un peu moindre. Par contre, c'est comment on arrive à continuer ce dialogue avec l'habitant en tant que professionnel et en faisant quelque chose de positif du trop-plein d'émotions qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, c'est aussi une forme de respect, de respecter la dignité de la personne. C'est celle qui vient dans votre bureau et qui peut voilà, être en pleurs parce qu'elle n'arrive plus à régler ses problèmes, elle n'arrive plus à dormir la nuit parce qu'il y a trop de bruit, elle a peur pour ses gamins parce que le trafic s'est installé dans sa montée. Et du coup, c'est vrai que ça, moi, je le dis très sincèrement, j'ai été vraiment en difficulté là-dessus sur mon poste. Ça m'a beaucoup touchée parce que voilà, chacun a sa personnalité, mais la mienne étant peut-être un peu trop d'empathie parfois. Et c'est vrai que j'avais du mal à faire face à ça et j'avais du mal à traiter la demande en me disant la réponse serait peut-être pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu et en même temps c'était tout ce que j'avais moi en ma possession. Et c'est vrai que là, je ne sais pas exactement dans l'assemblée virtuelle qui s'occupe de quoi et quelles fonctions sont exercées. Par contre, je pense que l'interaction avec les habitants, avec enfin, les habitants ou les professionnels, ça peut être aussi des commerçants, sur ces sujets-là, sont rarement pacifiés. En tout cas, en France, on arrive souvent trop tard. Et donc, voilà, on est en pleine crise, en fait. On est en crise de l'opinion publique. Vas-y, Pascal, je Mais te vois réagir. non, non, mais c'est exactement finalement le constat, je pense on le partage, hein, de dire on est là Mm. dans une forme de cercle vicieux, Ouais, fait d'attentes des habitants qui sont exprimées et voilà, sur un mode relativement émotionnel, une traduction politique aussi de ces plaintes ou de ces ouais. craintes, qui est dans le registre du on va faire quelque chose. Donc une espèce de promesse, un horizon de résultat qui n'est jamais satisfaisant. Donc, on alimente une forme de frustration des habitants et d'inefficacité des politiques publiques. Donc, c'est la question finalement que je posais, c'est où est la place de l'expérimentation là-dedans? Si on veut essayer de casser ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'on peut inventer comme dispositif ou comme innovation? Et pour ça, probablement qu'il faut sortir de la boîte, comme on dit. Hein. Je voulais juste passer la parole à Chloé, peut-être pour que tu nous parles euh, des, des recherches récentes, notamment sur la question de l'éclairage public. Parce que là, on a parlé beaucoup de dispositifs humains, de médiation, voilà, de sécurité. Dans la gestion de la ville, il y a des humains et il y a aussi des dispositifs techniques. Et typiquement, la question de l'éclairage peut avoir une influence sur le sentiment de sécurité ou d'insécurité, peut objectivement sécuriser des espaces ou pas. Mais dans le même temps, il y a d'autres enjeux. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oublié de remettre son micro. Mais ouais. Enfin, déjà pour revenir sur ce que tu disais avant sur les manières de proposer des outils pour répondre à ces enjeux de sécurité. Je veux juste revenir là-dessus brièvement, mais c'est vrai que là, dans les écrits, souvent, ce qui est perçu comme une manière inclusive de concevoir les solutions, qu'on appelle gender planning, quelque chose comme ça, c'est d'inclure dans les processus de décision, de planification, les personnes qu'on a envie d'inclure. C'était l'idée, par exemple, d'inclure ben, les femmes, si on veut proposer un espace public sûr pour les femmes, pour éviter de s'appuyer sur des clichés de type, enfin, je sais pas, faut que le trottoir ça soit assez grand pour faire passer une poussette. Donc, on associe la poussette à une femme, donc on entretient une forme de cliché. Et l'idée, c'était de dire, bah, en fait, on fait participer les personnes qu'on a envie d'inclure au processus de décision. Et puis comme ça, on va peut-être tendre à quelque chose de plus inclusif qui repose pas sur des préjugés. Enfin, je sais pas si Mathias a envie de réagir là-dessus parce que je pense que tu t'y connais peut-être mieux que moi sur ce domaine, mais peut-être. Oui, enfin, plus ou moins, mais non, enfin, pas, j'ai rien à dire de plus, Chloé. Enfin, ouais, je trouve tout à fait intéressant ce que tu mentionnes, effectivement. Puis c'est vrai que on a un rapport discriminé à l'espace public, mais quand on parle des femmes, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est on a mis en place différentes mesures aussi sur le harcèlement de rue hein, à Lausanne. Puis on a pu même essayer d'identifier des lieux.
où ça se passait plus qu'ailleurs, etc. Puis en fait, moi, j'avais plein d'espérances par rapport aux cartes qu'on allait pouvoir faire, la cartographie du harcèlement de rue et tout ça. Et en fait, c'était assez mauvais, quoi, dans le sens où, dans ce que ça nous a appris. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on savait déjà. Euh, Là où on a des problématiques d'inconfort, d'insécurité à Lausanne, c'est là qu'on avait des signalements pour des situations de harcèlement de rue. Et ça venait juste confirmer des problèmes d'usage, des problèmes d'aménagement, des problèmes voilà, de conflits dans l'espace public qu'on connaissait déjà. Puis en fait, le harcèlement de rue, c'est venu. Alors, je dis pas, il y a vraiment ça va partout. Il y en a partout du harcèlement de rue. Enfin voilà, y compris dans les transports, ce qui pour nous a apparu vraiment comme un problème particulier. Les transports publics, c'est voilà, sur lequel on n'avait pas prise, quoi. Mais c'est vrai que voilà, le harcèlement de rue, ça, pour nous, hein, de notre pratique, ça a plutôt confirmé des trucs qu'on savait déjà un peu. Et puis on n'avait pas tout d'un coup un lieu qui s'est avéré particulièrement sensible. Et puis par rapport à l'éclairage public, là aussi, on avait communiqué passablement en disant on va pouvoir sortir le harcèlement de rue de l'ombre. Ça, c'était le slogan qui était à double sens, hein. Voilà, c'était révéler des choses et en même temps peut-être rajouter de l'éclairage public là où il en manquait. Euh, et puis, en fait, l'éclairage public, c'est un peu parfois vécu comme un gadget, quoi. Et un gadget qui donne bonne conscience à des aménagistes, et puis en fait qui répond pas aux problèmes, quoi. En tout cas, qui répond pas suffisamment à des problèmes complexes, quoi. Et des fois, l'éclairage public aussi dans des conflits d'usage et tout ça, ça vient amplifier. On rajoute de l'éclairage et en fait, on amplifie le problème, quoi. Parce qu'on a quelque chose de blafard, on a quelque chose qui est pas sympathique. Donc il faut vraiment faire attention pour moi, à cette espèce d'équivalence qu'on fait souvent entre sentiment de sécurité et éclairage, quoi. Voilà, c'est souvent plus compliqué que ça. Ouais, Alors, ben, peut-être du coup, dernière question. Oui, pardon. pardon. Vas-y. Parce que c'est Vas-y, vrai que j'ai Chloé. pas répondu à ta question sur l'éclairage public, mais du coup, ouais, ça me fait penser ce que tu dis, Mathias. Enfin, j'ai étudié un peu une ville, on a fait passer des entretiens, enfin un questionnaire à un certain nombre d'habitants d'une ville qui avait des mesures de réduction de l'éclairage public. Et en fait, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un lieu qui est problématique que la ville a décidé de garder allumé pour enfin, garantir la sécurité de ces lieux. Mais en même temps, ça pointe cet espace comme très visible dans une ville éteinte. Et du coup, ça peut aussi créer des soupçons de ben, on l'a gardée allumée parce qu'elle était problématique, donc c'est qu'elle est vraiment dangereuse. En même temps, les personnes qui se retrouvaient sur cette place, ils ont plus trop de raisons de bouger de cette place étant donné elle est éclairée contrairement à ce qui l'entoure. Donc ça peut aussi un peu condenser ce problème. Et je trouve que c'est un bel exemple de, en fait finalement on met en lumière en premier degré le problème pour créer un sentiment de contrôle parce que du coup c'est éclairé donc on va pouvoir voir ce qui se passe. Mais ça c'est aussi révélateur ben du coup des pratiques qu'il y a sur la place, de l'insécurité des personnes qui pouvaient traverser cette place, etc. Ouais. Alors, éclairer pour voir, éclairer pour révéler, éclairer, voilà, dès lors qu'on éclaire ou on met en lumière le problème, il faut imaginer aussi les dispositifs pour gérer le problème si on les voit. Et puis peut-être pour finir un petit peu provisoirement cette discussion, je vais m'adresser à Sarah. Euh, on vient de voir finalement toute la complexité dans la façon de penser les enjeux, comprendre finalement ce qui est engagé quand on parle de sécurité urbaine. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à essayer d'objectiver tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à collecter aussi de l'information, des données, hein, pour arbitrer finalement entre des positions? Est-ce qu'il faut éclairer plus? Est-ce qu'il faut éclairer moins? Il faut éclairer différemment? Il faut plus de présence? Plus de présence de qui? Comment? Tout ça, on a du mal finalement à savoir quel est le bon outil parce que probablement on a du mal à établir le bon diagnostic.
Comment est-ce que tu vois aujourd'hui, puisque tu le pratiques, la question des diagnostics de sécurité, peut-être leurs avantages et leurs limites? Les avantages tels que, alors, je sais que je crois savoir en tout cas qu'en Suisse, ils sont faits un petit peu différemment de la France. Pour le cas français, on a l'avantage de coupler une approche statistique à une approche qualitative. Et du coup, ça nous permet quand même différentes choses, notamment d'objectiver un peu les statistiques de police, parce que c'est principalement de celles-ci dont il s'agit, pas uniquement, mais principalement. Et on sait qu'elles sont très imparfaites, hein. Il y a plein de débats en France sur ces questions, mais on les réglera pas à notre niveau, malheureusement. Et puis par contre, une partie plus qualitative qui permet aussi d'aller rencontrer les différents partenaires, de comprendre aussi ce qu'ils comprennent des autres partenaires, parce que ça, c'est important. Et on se rend compte que souvent, il y a bon, pas des conflits parce que le mot est fort, mais des petits ajustements à revoir, mais qui sont souvent liés à un manque de connaissance des prérogatives de celui d'en face. Et du coup, là où je vous disais en début de séance que l'insécurité venait de l'extérieur de la ville, là, on a des fois l'impression qu'on se met en insécurité parce qu'on ne comprend pas comment l'autre y travaille. Et c'est peut-être, je pense, le premier truc à essayer de construire ou à rectifier, c'est savoir comment l'autre travaille, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et où s'arrêtent ses prestations. Voilà. Une fois qu'on sait ça, on peut aussi arriver plus facilement à faire de la pédagogie et comprendre pourquoi machin n'est pas là où on l'attendait. Ah oui, parce qu'en fait, pour lui, il n'était pas concerné, parce que c'est pas comme ça qu'il travaille. Et donc, de participer aussi à ce tour de table. Alors, c'est pas un tour de table, parce qu'on essaie de les rencontrer individuellement, ça permet de libérer aussi la parole, et d'aller susciter l'adhésion sur qu'est-ce qu'en fait on veut créer ensemble pour l'avenir. Et sur quel dispositif on est persuadé qu'il est important de mettre en place et sur lesquels on veut mettre le mouvement collectif. Et c'est ça qui, je pense, important. Et pour faire le lien aussi avec mon intervention précédente sur la question des émotions des habitants. Moi, je pense qu'on peut expérimenter, il faut expérimenter, et ce qui conviendra à Lausanne ne conviendra pas à Genève, ne conviendra pas à Grenoble, mais peut-être que si, en fait. Par contre, je pense que nous-mêmes, il faut qu'on arrive à innover dans la manière dont on va aller chercher ces informations. Et moi, franchement, avec les habitants, au début, j'étais très récalcitrante quand j'ai commencé ma carrière parce que je savais pas comment prendre le bout. Aujourd'hui, je me suis formée sur des méthodes complètement à part, en fait, hein, de ce que j'ai pu apprendre à l'université pour aller recueillir ce qu'il y a derrière je me sens en insécurité, la violence des propos, le je veux une caméra devant chez moi. En fait, moi, je m'en fous que la personne, elle veuille une caméra devant chez elle. Par contre, ça veut dire quelque chose. Et je veux comprendre ce que ça veut dire. Et c'est là-dessus, en se servant de ça et en prenant un peu ce contre-pied, qu'on arrive à nourrir le diagnostic et à se dire qu'on peut embarquer les habitants. Aujourd'hui, la participation habitante au diagnostic en France et aux politiques publiques locales de sécurité, elle est vraiment souhaitée, elle est impulsée. Donc il faut qu'on y réponde. Par contre, c'est pas satisfaisant quand on est professionnel et qu'on aime nos thématiques et qu'on aime nos boulots de s'y engager juste parce qu'on nous demande de le faire et de cocher les cases en faisant 3 réunions. Donc si on veut y aller, il faut aussi là créer nos propres outils et on les créera, je pense, en expérimentant, c'est-à-dire en échangeant entre nous pour voilà, peut-être aller plus loin dans ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et de ce que ça peut nous permettre pour ajuster nos conclusions de diagnostic. Moi, j'y crois vraiment, vraiment à ça. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la question de l'expérimentation en France, elle existe, hein. On a des financements dédiés à ça pour des dispositifs. Par contre, une fois que l'expérimentation n'est plus expérimentation, comment on finance? Comment on Mhm. finance? Aujourd'hui, sur des dispositifs de tranquillité résidentielle, sur des dispositifs de correspondant nuit, c'est typiquement ce qui se joue. Finalement, c'est plus une expérimentation. Donc, les crédits alloués qu'on permis pendant 4 5 ans, ils n'existent plus. Et il faut le pérenniser et le passer dans le droit commun. Et ben ça, on n'arrive plus à faire. Ou plus, en tout cas, vu les contraintes de budget qu'on a aujourd'hui, on n'arrive plus à le faire. Et donc, je pense que là-dessus, effectivement, enfin, voilà, ça nous incombe d'essayer d'innover, d'expérimenter. Et il faut qu'on travaille ensemble aussi à comment on le présente aux politiques. Parce que ça, c'est pas rassurant pour du politique, en fait. C'est pas rassurant du tout. Et c'est pas, voilà, il faut aller aussi chercher cette adhésion du politique pour se dire finalement, on n'a pas d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'être parfaits dans la méthode. Par contre, on peut tester des choses pour aller plus loin et pour ensuite en tirer collectivement des préconisations et des pistes de travail. Mais pour ça, c'est toutes des choses qu'on peut construire ensemble et je suis persuadée que cette formation peut être le lieu pour ça, en fait. Et j'ai plus de voix et je vais m'arrêter bientôt.
Mais on arrive au bout de toute façon du temps. Merci beaucoup pour cette déclaration et la feuille de route que tu nous traces, qui correspond tout à fait effectivement à l'objectif de ce programme. Je pense, je dirais en conclusion que je te suis parfaitement sur la façon dont il faut essayer de dépasser aujourd'hui euh, les, les impasses dans lesquelles nous nous trouvons sur ces questions-là. Et ça passera par l'expérimentation de dispositifs, l'innovation peut-être aussi dans la façon de poser les questions, hein, de poser le diagnostic, de poser les enjeux derrière ces questions de sécurité urbaine, d'autres modes de gouvernance peut-être aussi. Je parlais de ce cercle vicieux. Peut-être en sollicitant davantage les habitants, les citoyens, on arrive à une formulation des enjeux et des questions qui les rend peut-être plus pragmatiques et peut-être plus atteignables, provisoirement atteignables, sachant que, et ça sera un petit peu le cadre dans lequel on va essayer de traiter ces questions dans ce programme de formation, sachant qu'il y a besoin de réflexivité, comme je le disais en introduction, parce que ces questions sont sans cesse reformulées et nous mettent au défi, hein. Les solutions d'hier ne sont pas celles de demain, et c'est précisément ce qu'on a essayé de poser comme constat sur la table aujourd'hui. Merci beaucoup à vous pour cette discussion. On arrive au bout du temps qui nous était alloué. N'hésitez pas à prendre des renseignements sur le CAS rythme urbain et sécurité qui commencera donc en septembre 2025.